Bonjour, donc cette vidéo est consacrée à l'analyse de la partie qui a opposé Vassili Ivanchuk à Garry Kasparov lors du tournoi de Linares 1991. Donc cette partie s'est disputée à la première ronde de ce tournoi et qui oppose donc d'un côté avec les pièces blanches Vassili Ivanchuk qui à l'époque était un des plus grands espoirs des échecs mondiaux et même déjà considéré comme un potentiel champion du monde, et il affrontait donc le champion du monde de l'époque, Garry Kasparov, qui 2 mois plus tôt venait de conserver son titre aux dépens d'Anatoly Karpov. Donc, le tournoi Linares, eh bien, c'est un tournoi qui marque un petit peu l'histoire, puisque c'est un tournoi où Ivanchuk va établir une performance qui n'avait jamais été établie jusque-là, c'est celle de battre Kasparov et Karpov dans le même tournoi, chose qui n'avait jamais été accomplie précédemment. Donc, on va analyser la partie qui s'est disputée à la première ronde de ce tournoi. Donc, Ivanchuk a les blancs et il joue E4. Kasparov, évidemment, joue sa fidèle défense sicilienne. Cavalier F3, D6. Et donc là, Ivanchuk joue fou B5 échec. Cette variante qui s'appelle désormais la variante de Moscou. C'est une variante qui a évidemment un grand avantage pour les blancs, c'est d'éviter les grandes lignes théoriques qui découlent de D4. C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3. Et là, Kasparov aurait joué A6 la défense Najdorf. Évidemment, là, on serait dans un flot évidemment d'analyse théorique. Alors, Ivanchuk est un grand spécialiste des ouvertures qui a une connaissance très large du répertoire des ouvertures. Et bien, choisit donc avec fou B5 une ligne volontairement secondaire qui a l'avantage donc d'être moins analysée. Alors certes, les blancs n'ont pas forcément beaucoup plus de chances de prendre l'avantage, mais Ivanchuk espère tirer un autre type d'avantage dans ce type de ligne, c'est de sortir Kasparov de son répertoire, en tout cas de sa préparation pour cette partie. Voilà, alors aujourd'hui, fou B5 qui est un coup qui est pratiqué à haut niveau, notamment par le champion du monde Magnus Carlsen, et qui transpose généralement dans des positions qui auraient pu découler de la partie espagnole fermée. Voilà, donc, et d'ailleurs le coup D7, D6 a perdu de sa popularité à cause de fou B5 échec, qui déplaît aux noirs du fait que les noirs, quand ils jouent à sicilienne, ils jouent pour du contre-jeu. Donc là, Kasparov se retrouve à affronter, à jouer ce coup, et il joue cavalier D7, alors que l'autre coup, enfin, il y a 2 autres coups, hein, c'est fou D7 et cavalier C6. Alors fou D7, c'est le coup, j'allais dire, qui donne le plus de chances d'égaliser, mais Kasparov, évidemment, veut conserver un maximum de possibilités dans sa position. Il ne veut pas jouer pour la nulle tout de suite, et donc il refuse l'échange. Voilà, fou prend D7 et dame prend D7. Voilà, bon, il y a d'autres coups possibles. L'autre coup, c'est cavalier C6. Voilà, qui transposerait dans la variante Rossolimo de la partie de la défense sicilienne, la Rossolimo, où au lieu de jouer D7, D6 au deuxième coup, les noirs jouent cavalier C6 et les blancs jouent fou B5, les noirs répondant par D6, qui n'est pas la variante principale. Voilà. Cavalier C6, c'est une autre option tout à fait envisageable. Cavalier D7 est considéré comme étant le coup le plus ambitieux. Donc là, les blancs jouent D4. Alors aujourd'hui, on jouerait plutôt petit roc. Comme je disais, on va éviter la confrontation directe au centre pour conserver les complications, en tout cas de la flexibilité au jeu blanc. Cavalier G8 F6, petit roc. Là, Ivanchuk propose
de sacrifier un pion à Kasparov par cavalier prend E4, mais les blancs conservent quand même une certaine initiative avec tour E1, cavalier F6, D prend C5, D prend C5, cavalier G5, voire fou G5 aussi, qui donnent quand même des compensations en termes d'avantage d'espace et de développement pour les pièces blanches. Évidemment, c'est pas du tout le style de Kasparov d'accepter ce genre de position. Voilà, donc il choisit de prendre en D4, dame prend D4 et de jouer A6. Là aussi, il y avait une autre option, c'est de jouer E5 et après dame D3. Bon, la position est intéressante. C'est vrai que les noirs ont un pion arrière en D6, mais on a vu aussi par la pratique dans d'autres variantes que ce pion arrière D6 n'était quand même pas si simple à attaquer, et les noirs par exemple pourraient évidemment, une fois que le cavalier D7 serait déroqué, jouer un coup comme cavalier C5 et se créer du contre-jeu. Donc c'est une option, mais A6 paraît quand même peut-être un petit peu plus solide, un peu plus sûr et un peu plus souple. Fou prend D7. Là, Ivanchuk a décidé d'imposer un style de position qui n'est pas le style de position préféré de Kasparov, et on va le voir. Ceci dit, bon, le fait de vouloir conserver le fou n'amène pas forcément grand chose hein, sur fou C4, on joue B5, et sur fou B3, eh bien, on peut peut-être jouer E5, dame D3, cavalier C5, et là, eh bien, les noirs peuvent gagner un pion, quoique après cavalier G5, il faut voir, non, dame E2, cavalier prend E4, ça peut gagner un pion, en tout cas, c'est pas vraiment une option très agréable. Voilà, ici les blancs jouent fou D3, bah, le fou est bien enterré, les noirs peuvent jouer E5, cavalier C5, fou B7 ou fou E6, et ils ont une position quand même assez agréable dans cette situation. Donc là, Ivanchuk, de toute manière, échange, fou prend D7 et fou G5. Donc là, nous sommes au 8e coup de la partie et Kasparov va jouer un premier coup critique, c'est le coup H6. Alors, bon, je ne suis pas du tout champion du monde, je ne suis pas grand maître, mais dans ce genre de position, je n'aime pas trop jouer H6. Pourquoi? Parce que les blancs, lorsqu'ils jouent fou G5 dans cette situation-là, ils envisagent très sérieusement d'échanger le fou contre le cavalier, ils vont affaiblir la structure de pion. Et pourquoi j'aime pas trop ce coup? Parce que je me demande si le coup H6 finalement n'est pas une perte de temps dans cette position. Parce qu'il faut voir que sur fou H4, les noirs par exemple auraient joué G5. Donc, fou G3, fou G7. Voilà, on peut avoir des genres de situations. Alors je sais pas si c'est bon, hein. Il faut voir le coup par exemple le 4-5 qui est intéressant. Ou sur fou H4, et eh bien peut-être qu'on peut jouer E5 et fou C6. Je sais pas. Mais j'ai l'impression quand même que le coup H6 n'est pas un coup forcé. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu jouer dans cette position? Bah, on aurait pu jouer le coup E6 qui a été joué après hein, dans d'autres parties ultérieures. Et si on joue cavalier C3, bah, on peut jouer fou E7, voire envisager de jouer fou C6. Voilà, et je pense que la position noire est solide. Et puis c'est une structure de pion que Kasparov connaît bien, puisque c'est la structure de Chevenag qu'il a pratiqué pendant quasiment toute sa carrière avec les pièces noires dans la Sicile. Les blancs aussi sur cavalier BD2 pour essayer de jouer C4 peuvent jouer fou C6 également. Voilà, et la pratique semble démontrer que les noirs peuvent égaliser.
Aussi, on peut envisager le coup fou C6. Mais après, il faut voir. Bon, on peut transposer dans cavalier C3 E6. Dans cavalier C3, on peut jouer E6 ici et ça rejoint. Mais peut-être qu'on peut jouer aussi d'autres coups. Peut-être aussi qu'on peut jouer fou prend F6. Mais là, après G prend F6, bah, c'est pas tout à fait pareil parce que les noirs n'ont pas perdu un temps à jouer H6 et ils peuvent éventuellement jouer fou G7 petit roc. Ils peuvent choisir cette manœuvre là qui peut mériter l'attention de faire le roc et de jouer F5 et ils n'ont pas perdu de temps. Après ils peuvent aussi jouer E6 s'ils veulent renforcer le contrôle des cases blanches. Mais je pense que pour moi, en tout cas, dans cette position, le coup H6 ne s'imposait pas. Donc là, Ivanchuk échange en F6, G prend F6, C4. Donc là, Ivanchuk impose un style de position dissymétrique. Voilà, il a échangé sa paire de fous pour affaiblir la structure de pion noir. Et donc on se retrouve à une situation de paire de cavaliers contre paire de fous. Et Ivanchuk, avec le coup C4, renforce son contrôle du centre et gagne de l'espace. C'est une structure, un E4-C4 qui est bien connue, qu'on appelle les taux de Marossi. Alors, on utilise plutôt lorsque les noirs vont jouer G6 ou G7. Mais Ivanchuk, en fait, impose un style de position qui n'est pas vraiment du goût de Kasparov. Certes, Kasparov a la paire de fous, mais la paire de fous n'est pas une fin en soi. La paire de fous est très forte lorsque la position est ouverte, car les fous peuvent agir à longue distance. Mais là, la position reste fermée, et les noirs n'ont pas énormément de perspectives d'activité de pièces. Hein. Donc, c'est pour ça que les choses sont pas forcément faciles. Est-ce que les blancs ont l'avantage? Ben, je pense, c'est difficile de quantifier l'avantage, mais je pense quand même qu'ils ont un petit avantage du fait de ce contrôle du centre, de la position fermée qui gêne les fous. Alors c'est un avantage qui n'est pas durable. Certainement, si les noirs, par exemple, arrivent à jouer fou G7 et F5 dans les conditions adéquates, là, les choses peuvent mieux aller pour les noirs. Mais c'est le genre de position qui est quand même pas très agréable à jouer, notamment pour un joueur qui privilégie le dynamisme comme Kasparov. Donc les noirs jouent E6, cavalier C3, tour C8. Alors il y a quand même du contre-jeu pour les noirs, c'est l'ouverture des colonnes, la colonne C, la colonne G, qui peuvent servir à quelque chose. Alors, ici, au 12e coup, Ivanchuk joue roi H1. C'est le début d'un plan, c'est le début d'un plan qui n'est pas du tout visible pour l'instant. Voilà, alors Ivanchuk retire son roi de la colonne G, qui est une des lignes potentielles du contre-jeu des noirs, mais aussi on va voir que avec roi H1, il veut renforcer, préparer le renforcement du contrôle du centre par F4. Et pour que F4 soit le plus efficace, il faut éviter que les noirs puissent par exemple échanger les dames par un coup comme dame C5, forcé en clouant la dame, en tout cas qu'il y ait du contre-jeu sur un diagonale à 7G. Ben, on va voir ce qui se passe. Ici, Kasparov joue H5. C'est une façon moderne de jouer, donc il pousse le pion. Alors pourquoi pousser le pion? Il essaye de trouver de l'activité. Bon, il ne peut plus faire le grand roc, parce qu'il y a eu tour C8. Faire le petit roc, oui, éventuellement, mais s'il joue fou E7, le fou est quand même assez passif. Et le coup E7 E6, qui avait pour but de renforcer la case D5,
montre que les noirs ne peuvent plus aussi jouer fou G7, puisque le pion D6 serait en prise, en tout cas serait menacé. Donc Kasparov essaye de trouver un contre-jeu en poussant le pion, ce qui permettrait de donner de l'activité à la tour H8. Ça, c'est une vision extrêmement contemporaine du jeu des pions et des pièces. Donc voilà. À noter quand même que pour l'instant, le roi noir qui est en 8, là, il est protégé par cette structure de pion et qui n'est pas menacé. Ivanchuk répond par A4. Donc là, l'objectif est clair, c'est je veux attaquer à l'aile dame. Le centre, la situation au centre reste plutôt stabilisée, mais je vais attaquer à l'aile dame. H4, avec l'idée de jouer H3, pousser G3, qui ouvrirait la grande diagonale. Donc ici, Ivanchuk répond par H2, H3, fou E7. Alors, parfois on peut se poser la question pourquoi Kasparov n'a pas joué A5 pour empêcher B4. C'est une bonne question. Mais peut-être parmi les réponses possibles, il y a peut-être le coup cavalier B5. Voilà, la case B5 est affaiblie, les blancs peuvent peut-être essayer d'en profiter, et là, après cavalier prend B5, A prend B5, la colonne A s'ouvre pour la tour, mais ici, les blancs ont quand même une position qui paraît favorable. Le pion C4 n'est pas si faible que ça, parce que les blancs peuvent jouer B3 pour le défendre. Le pion D6 devient une faiblesse très visible, et les noirs vont devoir être obligés de le défendre en jouant de manière très passive. Donc là, Kasparov en fait ne joue pas A5 parce qu'il veut garder son fou de case blanche qui est quand même un pilier de la position. On verra un petit peu plus tard dans certaines situations que ce fou a un rôle. Donc il joue fou E7 et Ivanchuk joue B4. Donc là par contre il joue A5, Kasparov, pour jouer B5 et le cavalier ne peut plus aller dans cette case, sur cette case. Dame C7. Attaque le pion C4 qu'on protège par cavalier D2. Dame C5. Dame D3, évidemment il ne faut pas échanger les dames pour les blancs parce que s'il n'y aurait plus rien. Tour G8, tour G8, tour A1. Et donc voilà maintenant la situation qui a changé. Ivanchuk a en fait sans doute créé une espèce de leurre à l'aile dame. Il a attaqué à l'aile dame. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu quand même un renforcement de son avantage d'espace parce qu'avec le pion B5, le fou ne peut pas aller en C6. Donc le contre-jeu contre 4 devient un contre-jeu assez j'allais dire assez improbable. Là maintenant, Ivanchuk en fait a masqué aussi son idée. Son idée c'est de pousser F4 et c'est ensuite de s'en prendre à la chaîne de pions des noirs en jouant F5 et pour profiter quand même de la position du roi noir. J'avais dit tout à l'heure que le roi noir pour le moment était en sécurité, mais là les blancs ont centralisé leurs pièces et s'ils jouent F5, eh bien, il risque quand même d'y avoir des problèmes s'il y a F prend E6, par exemple, dans cette situation. Donc, il peut même avoir des coups comme E4-5, enfin, la position risque de s'ouvrir au centre et le roi noir sera en danger. Donc là, Ivanchuk, en fait, a lancé des opérations pour voir un petit peu ce qui se passait, mais j'allais dire que la réalité de la vraie idée
c'est de jouer F4 et c'est d'attaquer au centre. Donc, nous sommes au 19e coup de la partie. Et là, Kasparov va jouer un coup qui paraît tout ce qu'il y a de plus logique, c'est Dame G5, avec la menace de mat en G. Alors, c'est vrai que c'est un coup évidemment qui est tentant, mais c'est un coup en fait qui va complètement taper dans l'eau. Et il semble que là, les Noirs auraient pu jouer autrement. Alors, il était proposé le coup B7-B6, qui a l'avantage de contrôler les cases noires, la case C5, et d'empêcher par un coup comme C4, C5, et de voir ce qui se passe. Et si les blancs avaient joué F4, et bien là, il y aurait eu tour G3, tour F3, tour prend F3, dame prend F3, dame D4, et là, les noirs auraient obtenu du contre-jeu, parce que finalement, les blancs ne peuvent pas tellement renforcer leur attaque vers au centre. Donc voilà. Si je joue F5, bon, on peut peut-être prendre et jouer roi F8 ou un coup comme ça. Et il y a du contre-jeu contre C4. Et puis, il y aurait eu pas mal de possibilités. Et là, en l'occurrence aussi, quand même, c'est que les noirs menacent de jouer, de capturer le cavalier en D2. Le cavalier en D2 défend le pion C4. Donc là, les blancs auraient quand même été assez contraints. Alors, ceci dit, après B6, les blancs auraient peut-être pu jouer cavalier D1 avec l'idée de jouer cavalier E3. C'est un coup qui est intéressant parce que le cavalier en E3 protège C4, que je vais mettre en vert, et permet d'envisager quand même de jouer F4, F5, de jouer F4, F5, et donc d'attaquer, et éventuellement aussi ce cavalier pourrait renforcer, pourrait s'assurer du contrôle de la case D5. Donc pour que ce soit un petit peu plus concret, j'allais dire, je vais vous montrer la suite. Donc cavalier D1, l'idée c'est de jouer cavalier E3, et donc ici, ensuite de jouer F4, et de jouer F5, voilà, et puis s'il y a E5, et bien ici vous constatez quand même que les blancs ont un énorme avantage, parce que là, le cavalier contrôle C4, donc ça permet éventuellement au cavalier D2 de faire autre chose, je sais pas, d'aller en B3, d'aller en F3 pour attaquer le pion H, mais aussi les blancs peuvent occuper la case D5. Donc ça c'est intéressant, surtout que le fou en D7, bah, il est pas très bien placé, donc si les noirs veulent empêcher le cavalier d'aller en D5, ils seraient obligés de le replacer en B7. Donc là, l'avantage d'espace serait absolument énorme, et ce fou-là serait complètement enterré. Le fou F8, le fou E7, pardon, serait non pas inutile, mais n'aurait aucune action, aucune activité. Voilà. D'abord parce que vous remarquerez que tous les pions blancs sont sur case blanche. Donc cavalier D1, c'était intéressant. Là, l'ordinateur propose de jouer F5 parce qu'il faut quand même réagir. Et après, E prend, dame prend, E prend, cavalier E3. Les blancs ont l'avantage. Voilà. Ils ont un avantage, ils ont une meilleure structure de pion. Ils menacent de jouer cavalier D5, alors les noirs peuvent défendre par fou E6. Mais ils ont une position qui est quand même plus agréable à jouer. Et techniquement, c'est très gênant de jouer ce genre de position. Donc, B6 était en tout cas un meilleur coup que Dame G5. Tour G1, Dame F4, et là, cavalier, tour E1, F1 et pas cavalier E2,
tour E1 F1, il faut protéger le pion. Et ensuite, eh bien, Ivantchouk va chasser la dame. Maintenant, les noirs jouent B6, cavalier E2, dame H6. Vous voyez quand même que la dame se retrouve dans une position complètement excentrée. Hein, sur dame E5 ou dame G5, il y aurait eu F4. Et d'ailleurs, après ce coup, F4, eh bien, les blancs auraient eu quand même un très très gros avantage. Ils auraient eu toutes les cartes en main pour continuer la partie. Et les blancs n'auraient aucun souci. Les noirs n'ont en fait aucun objectif d'attaque. Mais Ivantchouk, dans ce 23e coup, lui joue un autre coup. C'est le coup C5. C'est un coup qui est très intéressant parce qu'il libère la case C4 au cavalier. Et ça ouvre la position pour les pièces blanches. Et ça va mettre en valeur évidemment des faiblesses comme B6, comme D6. Et aussi montrer que dans cette position, les pièces noires ne sont pas du tout prêtes à faire du contre-jeu. Et donc il faut ouvrir la position. Sauf que c'est un coup qui est peut-être un petit peu trop, j'ai dit un peu prématuré, mais c'est pas évident. Alors, dans la partie, Kasparov a pris avec la tour, mais on va voir évidemment les autres suites. Tout d'abord, B prend C5, se heurte à cavalier C4, et là, les choses vont très mal parce que vous avez le pion A5 qui est en prise, alors certes, vous avez aussi le pion D6 qui risque de tomber. Il y a une position qui est quand même très forte, et les blancs ont un avantage évidemment considérable. Mais que se serait-il passé après D prend C5? Cavalier C4, tour B8, cavalier D6 échec, on prend, dame prend, tour D7. Et là, les noirs en fait tiennent la position d'une manière assez intéressante, parce qu'en fait, on voit que la tour et le fou se défendent, collaborent dans leur défense. La tour joue un rôle stratégique majeur, c'est qu'elle défend toutes les autres cases d'invasion. Elle défend les points faibles comme B6, elle défend le fou D7, donc par exemple sur tour D1, il n'y a pas de menace de capture, et la tour donc défend cette 7e rangée, et le fou lui défend les cases blanches. Donc il y a une collaboration défensive, et les noirs peuvent s'accrocher, peuvent tenir la position, peut-être en jouant un coup comme dame F8 par exemple pour chasser la dame, ou quelque chose comme ça. Donc là c'était cavalier D6 et tentant mais pas très bon. Alors si on joue tour D1, donc là on menace de prendre en D7. Voilà, tour B7 ne marche pas parce qu'on joue cavalier prend D6. Et là en fait tout s'écroule puisque on ne peut pas prendre un cavalier prend D6. Si on joue tour prend D6, il y a dame prend D7 échec, roi F8, et puis il y a dame C7. Et là, évidemment, il y a du matériel qui tombe. Là, les noirs perdent une pièce. Ils sont obligés de jouer tour D6 et tout est fini. Donc, tour B7 ne marche pas. Par contre, il y a fou C8 qui va faire le même type de défense que tout à l'heure, avec cavalier D6 échec. Pardon. Voilà. Par contre, sur fou prend D6, il y a dame prend D6, c'est pas du tout bon parce que là, il y a quand même menace de mat en D8 et la tour qui est attaquée. Donc là, on ne peut pas prendre. On joue roi F8, cavalier prend, tour prend, dame D7, tour D8, contre-attaque, dame C7, tour prend, dame G5, donc menace mat en G2, dame B8 échec, roi G7, dame prend B6, roi H7, et oui, le roi se met un peu plus à l'abri et rétablit la menace de mat en G2.
Et là, la position est quand même assez compliquée, mais en tout cas, les noirs ont de quoi se défendre. Donc, c'est une position qui serait complètement jouable et qui serait plus incertaine. Bon, même si les blancs semblent mieux avec ce pion B passé, les noirs ont quand même des ressources. Donc, fou C8 après tour D1. Si on continue par F4, eh bien on peut jouer roi F8. Et là, ce qu'on peut constater quand même, c'est que les noirs, d'abord, arrivent à mettre le roi en sécurité, et les blancs n'ont pas de case d'invasion. Si on joue cavalier D6, F5, voilà, cavalier prend. Alors on prend d'abord, si vous voulez, cavalier prend, dame prend F5, dame E6, dame H5. Alors certes, les blancs ont encore l'avantage, mais quand même la position est défendable pour les pièces noires. Voilà, donc en tout cas, rien n'est joué. On peut jouer un coup comme tour G6 par exemple. Bref, tout est possible dans cette position. Donc, D prend C5, après cavalier C4, tour B8, tour D1, fou C8, c'était sans doute la meilleure défense. Mais Kasparov prend en C5 avec la tour, ça paraît naturel, mais il va se retrouver dans une position complètement perdue très rapidement après cavalier C4. Alors peut-être que Kasparov sentait qu'il était déjà perdu, et Kasparov avait cette particularité lorsqu'il était en difficulté, souvent de s'écrouler assez rapidement, de pas être capable de toujours, en tout cas, de mener une résistance farouche, et sa position va véritablement s'effondrer. Cavalier C4, donc là, menace cavalier prend B6 ou cavalier prend B6. Kasparov évacue son roi avant que tout ne tourne à la catastrophe. Cavalier prend D6, fou E8. Alors sur fou C8, on prend voilà, B6, roi G7, cavalier D4. Et là, la finale elle est très largement favorable aux blancs. Ce pion B6 est énorme. Et en plus, après tour B1, il peut y avoir cavalier C6, dame A6, cavalier. Plein de choses peuvent arriver dans cette partie, dans cette position. Et les blancs, en tout cas, devraient gagner facilement. Donc Kasparov joue fou E8, F4. Voilà, le coup qui faisait partie du plan d'Ivanchuk, mais qui cette fois a un autre but, c'est de réduire le champ des possibilités au noir. Vous voyez que les cases E5 et G5 sont maintenant inaccessibles. La dame H6 est complètement en jeu dans cette situation. Kasparov tente quelque chose, F5, E prend F5, sur E prend F5, il y a cavalier C4, assez tranquillement, tour prend F5, tour C1, maintenant c'est sur la colonne C, roi G7, il y a vraiment plus de coups pour les noirs. Dans cette position, c'est pas ce que les noirs peuvent jouer. Et là, Ivanchuk va jouer G4. Voilà, maintenant, l'action avait commencé à les dames, si vous vous souvenez. Puis ensuite, Ivanchuk avait regroupé ses pièces vers le centre. Et maintenant, on passe à l'aile roi. Donc c'est l'attaque sur tout l'échiquier. Et ici, évidemment, eh bien, G4 est très fort parce que la prise en passant tourne à la catastrophe. H prend, dame prend G7, dame prend G3 échec, roi F6, dame C3. Et on gagne la tour en H8. En G8, pardon. En tout cas, au moins ça dans cette position complètement gagnante. Donc Kasparov, là, va subir une attaque dévastatrice. La partie va vraiment
prendre un côté humiliant, tour C5, tour prend, cavalier C8. Il y avait peut-être d'autres coups qui sont meilleurs, mais Ivanchuk continue. Voilà, fou F8. Alors, peut-être fou D8 était intéressant. Il y avait un petit piège, c'est dame prend D8, fou C6 échec. Et là, bon, on continue par cavalier D6, fou E7, tour D1. De toute façon, il n'y a plus rien dans cette position. Elle est peut-être pas perdue, j'allais dire, au sens immédiat du terme, au sens premier du terme. C'est-à-dire que là, le gain est encore une question de coup, mais franchement, la position, elle est désastreuse. Les Noirs n'ont plus aucun espoir de s'en sortir. Dame D8. Dame G6. F5. Alors, on continue. Dame H6. Et là, eh bien, l'attaque continue. Ça va aller vers un mat, carrément. G5. Sur Dame prend E8, il y a Dame E3. Et là, hop, contre-attaque, menace de mat. Menace de mat avec Dame prend H3. Sur tour G2, il y a Dame prend H3. Et il y a des possibilités pour les Noirs de s'en sortir. Mais là, Ivanchuk continue par G5. On va voir la pauvre position des Noirs. Dame H5, tour G4, E prend, cavalier F4, Dame H8, Dame F6 échec, Roi H7 et tour prend H4. Donc, et Kasparov, au 38e coup de la partie, abandonne. Donc, après un finish de toute beauté de la part d'Ivanchuk. Donc voilà pour cette partie. Alors, quels sont les thèmes qu'on peut retenir de cette analyse? C'est évidemment le rapport de force entre cavalier et fou, ne pas toujours somnubilé par l'avantage de la paire de fou. La paire de fou est très forte lorsque la position est ouverte, lorsque les fous ont de l'espace pour agir. Par contre, dans des positions qui sont fermées, c'est plus difficile, mais l'avantage de la paire de fou, on dit souvent, c'est que on peut choisir le fou qu'on peut échanger. Deuxième chose, évidemment, c'est la façon dont Ivanchuk a mené son attaque, à l'aile d'armes au centre et à l'aile roi, d'une manière, j'allais dire, presque didactique. C'est vraiment intéressant de voir comment Kasparov a été surclassé dans ce domaine-là. C'est vrai que des défaites comme ça, il n'en a pas connu souvent dans sa carrière. Et donc, Ivanchuk, à cette première ronde du tournoi Linares, avait créé la sensation, et il a fini par gagner le tournoi, ce qui avait fait de lui, d'ailleurs, un favori au titre de champion du monde, mais vous le savez peut-être, Ivanchuk n'a jamais confirmé les attentes qu'on avait placées en lui, puisque dans le quart de finale des candidats qui a eu lieu quelques mois après ce tournoi, eh bien, Ivanchuk a perdu contre Arthur Yusupov. Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'analyse d'une partie de ce match qu'il avait perdu face à celui qui était encore son compatriote, puisque en 1991, l'URSS existait encore. Voilà donc pour l'analyse de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Cette vidéo est associée à un article que j'ai publié sur mon blog, dont vous avez le lien sur un accompagnement de cette vidéo consacrée au tournoi Linares. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous retrouverai certainement prochainement pour une analyse d'une autre partie.